Donc je vais commencer par quelques propos introductifs et qui seront complétés par la suite. Alors nous tenons tout d'abord à remercier vivement Madame et Monsieur les représentants de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, Mesdames les représentants de la Haute Autorité de Santé, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, Mesdames et Messieurs les représentants des conseils départementaux, Monsieur le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Loir-et-Cher pour leur accueil dans ces locaux qui sont assez exceptionnels. Comme vous le savez, suite à la reprise des missions de l'ANESM par la Haute Autorité de Santé depuis la loi de financement de la Sécurité sociale de 2018, la Haute Autorité de Santé a publié en mars 2022 un nouveau référentiel et un manuel d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ce nouveau dispositif, qui s'impose à l'ensemble du secteur, est un outil majeur pour l'amélioration continue de la qualité des accompagnements. Avec peut-être un tout petit regret, c'est la segmentation du sanitaire, médico-social et social, qui pose d'ailleurs une difficulté au SRA dans l'accompagnement de l'ensemble des structures. Pour favoriser l'appropriation de ce nouveau dispositif, la Haute Autorité de Santé a souhaité organiser des journées régionales en s'appuyant sur les fédérations acteurs du secteur, dont l'ANCRAI, qui est l'Association nationale des centres régionaux d'études, d'action et d'information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité, et la FORAP, la Fédération des organismes régionaux et territoriaux pour l'amélioration des pratiques en santé, qui regroupe aujourd'hui au niveau national les structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients. La rencontre à laquelle vous allez participer aujourd'hui est conjointement organisée par les équipes du CREAI Centre-Val de Loire et la structure régionale d'appui qualité. Que l'ensemble des personnels et des collaborateurs en soient remerciés. Cette demi-journée est également soutenue financièrement par l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, représentée aujourd'hui par Madame Dupetit, directrice de l'offre médico-sociale, et Mathieu Lemarchand, directeur de la stratégie. Qu'ils en soient également remerciés. Bien, donc quelques mots complémentaires à cette introduction. Pour vous dire que la majorité des autres régions ont plutôt choisi un autre mode d'intervention pour présenter ce nouveau référentiel par le principe du webinaire et de la visioconférence. Nous, ici, on a fait un autre choix qui a été donc de vous réunir en présentiel, comme on dit maintenant, ce qui nous paraît au plan qualitatif beaucoup plus intéressant. Ça permet de se rencontrer, ça permet d'échanger à l'occasion de cette journée, et de favoriser les interconnaissances des associations, des établissements, etc. Et donc ce mode nous a paru plus essentiel pour la réussite de l'appropriation de ce nouveau dispositif d'évaluation. Aujourd'hui, plus que jamais, je pense que vous en êtes convaincus, la qualité de l'accompagnement est prioritaire pour le bien-être des personnes accueillies, bien évidemment, mais aussi pour la satisfaction des professionnels qui doivent trouver du sens dans leur mission. Et on sait aujourd'hui que ce n'est pas toujours simple de retrouver le bon sens de sa mission. Si l'évaluation a suscité des résistances lorsqu'elle est apparue, il y a maintenant quelques années, trois dizaines d'années, nous constatons aujourd'hui quand même qu'elle peut devenir un moment fort de mobilisation des équipes et de leur dynamisme. Et on en a l'expérience évidemment quand cette évaluation est menée de la façon qu'on peut le souhaiter, c'est un moment très fort pour la dynamique des équipes. Donc nous vous remercions d'être venus aussi nombreux, 300 au total. Tous issus du secteur médico-social de la région Centre-Val de Loire. Cette mobilisation, on l'espère, va permettre d'essaimer, en rapportant dans vos institutions et dans vos entourages, le fruit de la réflexion d'aujourd'hui. Voilà, donc cette demi-journée a pour vocation de vous présenter les grands enjeux, conformément au programme que vous retrouvez dans votre dossier. Donc le nouveau référentiel, bien évidemment, des retours d'expérience, de l'évaluation de professionnels et de personnes accompagnées, d'établissements ayant réalisé leur évaluation, et puis surtout la possibilité de poser des questions en direct
aux personnes, aux conférenciers, aux personnes qui vont intervenir et qui, bien évidemment, seront prêts à répondre à vos questions. Voilà, nous vous souhaitons une excellente je vais dire journée, mais au moins demi-journée, et l'espoir que cette réflexion sera fructueuse pour vous-même, pour vos établissements, pour vos structures, pour vos services. Voilà, nous sommes courts volontairement parce que la journée est chargée. Bonne journée. Bonjour à tous. Impressionnant, c'est pas un film. Alors moi je suis Pauline Noël, la directrice du CREAI, et j'ai la responsabilité d'animer la première partie de l'après-midi, du coup au niveau des autorités de contrôle et de tarification, en présence effectivement de la DGCS et de la HAS. Alors, en préambule, je tiens quand même à vous dire que cette demi-journée est filmée, et que si vous vous y opposez, il faudrait nous le faire savoir. Et surtout que nous allons prendre des photos essentiellement de fond. Donc voilà. Et puis bien évidemment, pour les personnes qui n'auraient pas pu venir, cette journée sera retransmise sur le site de la HAS dans quelques jours. Je vais inviter, le programme on l'a déjà fait, je vais inviter Madame Khaled à me rejoindre. Et vous ne la voyez pas, mais Madame Guiton est en direct elle aussi, donc elles vont prendre la parole à double voix. La table ronde se fera après. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc je teste. Voilà, ça fonctionne. Super, j'ai trouvé. Donc je vous remercie pour avoir organisé cet après-midi sur le dispositif d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Donc mes remerciements vont bien sûr en premier lieu au SRA Caliris et au CREAI qui ont pris la coordination de l'organisation de cette journée et également à l'ARS Centre Val-de-Loire pour son soutien et pour sa présence en nombre aujourd'hui, ainsi que les autres autorités de tarification et de contrôle que sont les conseils départementaux. Là, je vous salue chaleureusement et je vous remercie d'être avec nous à nos côtés pour parler aujourd'hui de ce nouveau dispositif d'évaluation. Donc on est ravis d'échanger sur les contours du dispositif. On va vous faire une présentation sur les outils, sur la méthode d'investigation, sur la procédure d'évaluation, donc avant la visite, pendant et après. Et effectivement, donc moi je vais me présenter, excusez-moi, je vais dû commencer par là. Donc, je suis Angélique Khaled, la directrice de la qualité de l'accompagnement social et médico-social à la Haute Autorité de Santé. Donc c'est une direction en fait qui couvre le périmètre social et médico-social au sein de l'agence sanitaire, donc, qui est la Haute Autorité de Santé. Et donc ma direction s'occupe de 3 missions. D'abord le service recommandation qui donc élabore les recommandations de bonnes pratiques à destination des professionnels, je pense que vous les connaissez. Le service évaluation, donc il est question aujourd'hui, donc l'élaboration de tous les outils d'évaluation et le suivi de leur déploiement. Et puis la 3e mission, qui est récente, c'est un programme pluriannuel de soutien aux établissements et aux services pour le recueil du point de vue des personnes accompagnées, pour leur accompagnement. Effectivement, on va faire une présentation à 2 voix. Donc je vais être accompagnée de Noémie Guiton, qui est chef de projet au sein du service évaluation, que vous ne verrez pas, mais vous entendrez seulement sa douce voix, et c'est très bien, comme ça vous allez vous concentrer sur le contenu de ce qu'elle va présenter. Alors, c'est moi qui commence cette présentation, donc on va démarrer avec les fondements de l'évaluation. Je vais passer très rapidement sur cette première diapo sur ce qu'est l'évaluation des ES-SMS, parce que ma collègue de la DGCS va également vous en parler. Donc juste en 2 mots, pour vous dire que, bien sûr, c'est une évaluation qui est prévue dans le Code de l'action sociale et des familles, à l'article L312-8, et que cette évaluation elle est prévue depuis longtemps, depuis la loi
fondatrice du 2 janvier 2002, et qu'elle a connu une évolution notable lors de la loi de juillet 2019, qui est la loi d'organisation du système de santé. Et donc c'est cette loi de juillet 2019 qui a demandé à la Haute Autorité de Santé, qui a prévu le déploiement par la Haute Autorité de Santé d'un référentiel unique de l'évaluation. Donc ce qui ne change pas, c'est que ça concerne toujours les mêmes établissements et services, ceux du L312.1. Ce qui change, c'est qu'il est question maintenant d'une évaluation réalisée tous les 5 ans par un tiers extérieur indépendant de l'établissement et du service. Alors, la finalité de l'évaluation des structures, c'est d'apporter une réponse pertinente et adaptée aux attentes des personnes accompagnées. Donc, ce qui est constant depuis 2002, c'est que l'évaluation, les résultats de l'évaluation servent aux autorités de tarification et de contrôle quand ils examinent le renouvellement des autorisations. Donc ça, c'est une constante, mais l'évaluation, c'est bien plus que ça. D'abord, l'évaluation permet aux personnes accompagnées de connaître le niveau de qualité de la structure qui les accueille ou qui sera amenée à les accueillir. Et donc, il y a une question d'information éclairée et de transparence par rapport aux personnes accompagnées. Pour les professionnels, et je pense qu'on le constatera encore aujourd'hui à travers les retours d'expérience, comme c'est ma 7e journée régionale, j'ai un petit peu d'avance sur vous, sur les messages qui sont passés en général, et quand on entend les retours d'expérience, on voit bien que l'évaluation, ça permet aussi de mobiliser l'ensemble d'une équipe dans une structure autour des pratiques professionnelles et de l'accompagnement des personnes. Donc c'est un outil clairement de management interne, de cohésion, de valorisation également des pratiques et des bonnes pratiques. Et puis, pour les autorités, au-delà de ce temps important de renouvellement d'autorisation, bien sûr, l'évaluation va permettre un dialogue régulier, même annuel, sur le développement de la qualité entre la structure et l'autorité. Alors, lorsque donc, nous avons été saisis par le législateur pour développer ces nouveaux outils de l'évaluation, donc il y a eu une première phase en fait de cadrage de cet exercice en lien avec les instances de gouvernance de la Haute Autorité de Santé, qui sont le collège et la commission sociale et médico-sociale. Et donc on a d'abord discuté sur les orientations stratégiques de ce projet de dispositif d'évaluation. Et donc il y a 3 orientations stratégiques qui sont donc permettre à la personne d'être actrice de son parcours, renforcer la dynamique qualité dans les structures, puisqu'il y avait déjà évidemment des démarches qualité, on l'a dit depuis plus de 15 ans, mais il s'agit de renforcer la dynamique de la qualité, la dynamique continue, et de enfin promouvoir une démarche porteuse de sens pour les professionnels. Donc ces orientations, elles ont également donné lieu à la déclinaison de valeurs que l'on retrouve en fait, qui sont présentes tout au long du référentiel et du manuel, qui sont vraiment les sous-jacents de ces outils. Donc 4 valeurs, le pouvoir d'agir de la personne, le respect des droits fondamentaux, l'approche inclusive des accompagnements et la réflexion éthique des professionnels. Alors, je vais passer rapidement sur ce 3e temps des orientations stratégiques, puisque nos instances ont voulu que l'on développe une démarche d'évaluation à 3 niveaux, que l'on retrouve également dans la certification des établissements sanitaires, mais la comparaison s'arrête là parce que ce sont quand même 2 démarches très différentes. Mais en tout cas, l'architecture des référentiels sont similaires. Donc 3 niveaux, un niveau autour de la personne accompagnée, un niveau où l'on investigue donc autour des professionnels de la structure, et un 3e niveau où l'on évalue l'organisation de l'établissement ou du service. On reviendra sur ces 3 niveaux puisqu'on les retrouve bien évidemment très clairement dans le référentiel. Enfin, un tout petit focus, un petit rappel
et on insiste beaucoup sur le fait qu'il y a des dispositifs complémentaires qui ne relèvent pas de la haute autorité de santé et qu'il ne faut pas confondre avec l'évaluation. Il ne faut pas confondre évaluation et inspection-contrôle. Donc les missions d'inspection-contrôle sont à la main, sont menées par les autorités de tarification et de contrôle. Elles visent à veiller au bon fonctionnement des établissements en termes d'effectifs, de qualification du personnel, etc., à repérer et prévenir les risques de maltraitance. Elles sont programmées et elles peuvent également être non programmées, ce qui n'arrive jamais dans le cas d'une visite d'évaluation qui est toujours prévue. Autre dispositif qui est complémentaire de l'évaluation, ce sont les contrôles de conformité. Donc, par exemple, les visites de la commission de sécurité pour les ERP ou les contrôles de l'hygiène qui relèvent de différents organismes ou autorités. Voilà, je vais passer la parole pour la deuxième partie à Noémie Guiton. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons poursuivre avec les outils pour l'évaluation. Donc, nous avons bien sûr travaillé en groupe de travail avec de nombreux experts de terrain sur les différentes thématiques, avec également la mise en place d'une consultation publique à laquelle vous avez peut-être pu participer, mais également une expérimentation du référentiel et des méthodes auprès de SSMS qui se sont portés volontaires. C'est ce qui a permis d'aboutir aux travaux qui ont été donc publiés en mars 2022. Et nous allons donc vous présenter des outils qui vont vous permettre d'appréhender les évaluations. Donc, comme vous avez pu le voir, le référentiel d'évaluation est structuré donc en 3 chapitres, 9 thématiques, 42 objectifs et 157 critères. Ces 3 chapitres répondent directement à l'une des orientations stratégiques qui nous a été fixée, à savoir élaborer un référentiel d'évaluation à 3 niveaux. Donc, qui porte, comme nous l'avons vu, le chapitre 1, la personne, le chapitre 2, les professionnels, et le chapitre 3, les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Donc, il est important de préciser que chaque évaluation doit être réalisée dans le cadre des missions de votre structure, dans le cadre des accompagnements qu'ils réalisent, donc à savoir s'ils sont contraints ou non, et de la mesure qui s'impose à la personne accompagnée. Donc, les 9 thématiques permettent de passer en revue l'ensemble des questions qui vont faire la qualité d'un accompagnement dans une structure. Donc, la majorité d'entre elles sont communes à l'ensemble des chapitres et certaines sont spécifiques à quelques chapitres, dont 2 thématiques qui sont spécifiques au chapitre 3, puisqu'elles vont être abordées dans le cadre de l'entretien avec la gouvernance. Donc, sur la slide suivante, voilà. Donc, au sein des différents chapitres, vous allez donc retrouver 157 critères. Donc, les 129 génériques vont s'appliquer à tous les ESSMS, donc quelle que soit la structure à évaluer. Et les 28 sont spécifiques, ils vont s'appliquer de manière différenciée en fonction de la structure, c'est-à-dire en fonction du secteur, du type de structure et du public qui est accompagné par la structure. Donc, dans la fiche pratique numéro 2 du manuel d'évaluation, vous allez retrouver ce lien qui est fait directement entre les champs d'application et la catégorie finesse de la structure. Donc, pour un EHPAD, par exemple, les champs d'application vous allez retrouver les champs d'application du médico-social, de l'établissement et de la personne âgée. Donc, c'est pour permettre à chacun de retrouver uniquement les critères qui lui sont applicables lorsque vous allez créer soit votre évaluation ou même votre auto-évaluation sur la plateforme Sinaï. Autres caractéristiques qui permettent de différencier les critères, comme vous avez pu le voir, on a défini un certain nombre de critères dits standards, qui correspondent au niveau attendu, et les critères dits impératifs qui doivent être totalement satisfaits. Donc, ces 18 critères impératifs couvrent essentiellement les domaines des droits des personnes, mais également des questions sur le risque de maltraitance, de violence, des plaintes, des réclamations et évidemment notamment des événements indésirables. Donc, nos instances voulaient faire passer une marche à tous les ESSMS sur cette première itération du référentiel, d'où le fait d'avoir sélectionné ces 18 critères impératifs
et d'y associer un certain nombre de conséquences à l'évaluation de ces derniers. Donc en effet, à partir de l'évaluation de ces critères impératifs, si au cours de la visite d'évaluation, un ou plusieurs critères impératifs n'étaient pas cotés à 4 ou à étoile, donc n'étaient pas totalement satisfaits, des précisions sont à apporter dans un formulaire qui est dédié pour permettre d'apporter des éléments complémentaires, permettre de partager l'information avec la gouvernance, d'intégrer un certain nombre d'éléments complémentaires dans le rapport d'évaluation. Et après la visite d'évaluation, sur la base de la réception du rapport d'évaluation, vous allez pouvoir élaborer un plan d'action spécifique sur ces critères impératifs et vous allez pouvoir transmettre avec le rapport d'évaluation à votre autorité ce formulaire. Votre autorité va pouvoir demander des investigations complémentaires ou avoir un échange avec vous sur le plan d'action que vous avez proposé et notamment sur le calendrier d'exécution. Étant entendu que la particularité des critères impératifs est de ne pas pouvoir être cotés en non concernés. Donc, puisqu'ils sont applicables à tous, sauf une petite exception pour le critère 362 qui concerne le circuit du médicament et qui peut, sur justification, être coté en non concerné si une structure ne déploie pas le circuit du médicament. C'est le cas par exemple pour les CAMS. Alors, à côté du référentiel d'évaluation, vous allez trouver le manuel d'évaluation qui va lui aller plus dans le détail sur chacun des critères d'évaluation. Donc, il comprend d'abord une fiche par critère. Toutes les fiches sont présentées de la même manière, donc une présentation qui est uniforme. Elle vous permet de retrouver sur chacune des fiches l'objectif, la thématique auquel le critère est rattaché, le niveau d'exigence qui lui est attaché. Est-ce que c'est un critère standard? Est-ce que c'est un critère impératif? Les champs d'application qui lui sont associés, qui peut être différent en fonction des critères. Dans l'encadré en bas à gauche, vous allez retrouver l'ensemble des éléments d'évaluation qui vont permettre d'évaluer ce critère. Donc des éléments d'évaluation qui vont être à la fois traités en termes d'entretien avec les personnes accompagnées, les professionnels, la gouvernance, mais également en termes de consultation documentaire. Donc tous les éléments de preuve que vous allez pouvoir apporter à l'appui des réponses que vous apporterez au cours des entretiens avec les évaluateurs et des éléments d'observation que vous allez pouvoir mettre à disposition également des évaluateurs. Donc tous ces éléments d'évaluation permettent d'évaluer l'atteinte du critère considéré. Sur la partie droite de cette fiche, on a ajouté quelques références. Donc évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais ce sont des références principales qui vous permettent soit en termes de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, de références légales ou réglementaires ou toute autre référence qui peut être utile au regard du critère considéré et qui va vous permettre d'aller plus loin si sur un critère donné vous considérez que vous êtes en difficulté ou sur un critère donné que vous n'avez pas atteint toutes les exigences. Ça va vous permettre d'aller un peu plus loin et également va permettre aux évaluateurs de préparer et de mieux cibler les questions évaluatives qui sont associées aux critères. Donc 157 fiches critères qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans le détail sur un critère. Dans le manuel d'évaluation, vous trouverez également les fiches pratiques. Donc il y en a 10 aujourd'hui. Elles permettent de bien comprendre comment se met en place la nouvelle évaluation. Donc vous avez une fiche pratique qui concerne à la fois l'organisation de la visite d'évaluation, qui vous explique la définition des champs d'application des critères, une fiche par méthode d'évaluation pour comprendre comment ces méthodes vont se dérouler et les autres que vous voyez à l'écran. Donc il y en a 10 aujourd'hui, mais nous n'excluons pas à en ajouter. Si des questions émergeaient lors de la mise en œuvre des premières évaluations, s'il fallait apporter des compléments pour la bonne compréhension du dispositif, évidemment, nous serions amenés à en ajouter si ça s'avérait nécessaire. Sur les méthodes, donc, qu'en est-il des méthodes d'évaluation? Donc elles sont au nombre de 3. Donc il y en a une par chapitre. Pour évaluer le chapitre 1 du référentiel centré sur la personne accompagnée, il sera utilisé la méthode de l'accompagné traceur. Le chapitre 2 qui est centré sur les professionnels
il sera évalué par la méthode du traceur ciblé. Et le chapitre 3, centré sur le SSMS, sera évalué via l'audit système. Donc si on rentre un peu plus dans le détail, ces méthodes se déclinent et elles ont chacune 3 étapes clés. Donc la première méthode, celle de l'accompagné traceur, c'est tout d'abord l'identification de la personne accompagnée. Donc c'est donc à vous de proposer à l'organisme évaluateur, le jour de la visite d'évaluation, le double du nombre d'accompagnés traceurs qui sera prévu. Et ensuite, c'est à l'organisme de choisir les personnes avec lesquelles l'entretien sera mené. Donc il est important de proposer des profils différents pour que soient représentés tous les accompagnements réalisés au sein de votre structure. Donc le nombre d'accompagnés traceurs qui est prévu par une évaluation est de 3 minimum, comme vous le savez. Donc au minimum, vous devrez en proposer 6. La deuxième étape, c'est l'entretien lui-même avec la personne, donc afin de recueillir son expérience et son expression sur son accompagnement. Et l'étape 3, c'est l'entretien avec les professionnels qui accompagnent la personne au quotidien, qui connaissent son dossier et qui permettra de croiser les regards avec ces professionnels sur l'accompagnement de la personne tout au long de son parcours. Donc, c'est vous qui proposerez aux évaluateurs les personnes à rencontrer parce que vous aurez également en amont recueilli leur consentement. Donc, il est important que vous puissiez présenter aux évaluateurs le consentement des personnes à participer à l'entretien. Évidemment, ces entretiens se déroulent toujours de manière individuelle avec les évaluateurs, en présentiel, dans un lieu où la personne va se sentir bien pour pouvoir répondre au mieux aux questions que l'évaluateur va lui poser. Dans ce chapitre 1 et dans cet entretien, nous rappelons que la personne accompagnée, donc la personne n'a pas à présenter des éléments de preuve à l'appui de ses réponses. Donc ce sont les professionnels qui apporteront ces éléments à l'appui des réponses aux évaluateurs. La deuxième méthode, donc c'est celle du traceur ciblé. 3 étapes clés également. Donc la première, c'est l'identification de la cible. Elle permet d'une part à l'organisme de mieux organiser ses séquences d'évaluation et d'autre part à l'ESSMS de proposer les professionnels impliqués en lien avec la thématique évaluée. La deuxième étape, c'est l'entretien avec les professionnels. Elle permet d'évaluer les pratiques et de consulter la documentation associée. La troisième étape permet de croiser encore une fois les regards puisque cet entretien est réalisé avec les membres de la gouvernance. Elle permet ainsi d'évaluer l'organisation, les moyens déployés, mais aussi de compléter certaines informations au besoin en cas d'écart constaté lors de l'entretien avec le professionnel. Donc, dans ce chapitre 2 et dans cette méthode, il va être important de bien cibler les professionnels à rencontrer par thématique. Donc, il est important de favoriser la présence de professionnels en équipe pluridisciplinaire, de ne pas oublier les représentants des équipes de nuit si par exemple votre structure fonctionne 24 heures sur 24. Et si vous êtes une structure installée en multisite, d'avoir des représentants des différents sites concernés, avec une possibilité aussi de faire venir lors de ces entretiens des intervenants extérieurs, des libéraux, par exemple, qui interviendraient régulièrement dans la structure, si en fonction de la thématique, ils peuvent avoir leur place dans cet entretien. La troisième méthode, c'est celle de l'audit système, également 3 étapes clés. Tout comme dans le chapitre 2, il s'agit de l'identification de la cible, c'est-à-dire l'organisation des différentes séquences en fonction des membres de la gouvernance à rencontrer et liées aux thématiques évaluées. L'étape 2, c'est l'entretien avec la gouvernance elle-même. Donc, cette étape, elle permet de s'assurer que l'ESSMS est en capacité de mettre en œuvre les missions qui sont les siennes. Et l'étape 3 va également permettre de croiser les regards. C'est la rencontre avec les professionnels. Et cette fois-ci, cette étape va permettre de vérifier que la stratégie qui est présentée et prévue par la gouvernance, elle est bien mise en œuvre et connue des professionnels. Donc elle est bien mise en œuvre sur le terrain. Alors, un
petit focus sur l'entretien avec les membres du Conseil de la vie sociale. Donc, puisqu'il a été prévu pour les ESSMS soumis à l'obligation de création d'un CVS, donc il y a un entretien avec un membre des représentants des personnes accueillies et des familles autour de 10 critères. Donc ce ne sont pas des critères nouveaux, ce sont des critères qui ont été extraits des chapitres 1 et 3. Ils vont être questionnés auprès des membres représentants des familles et des personnes accueillies du CVS. Donc vous trouverez toutes ces informations en détail dans la fiche pratique numéro 6. L'objectif étant bien d'apprécier lors de cet entretien l'implication du CVS dans la vie de la structure, dans la circulation de l'information, dans les évolutions du fonctionnement, de l'organisation et donc quelle est l'implication du CVS dans la vie de la structure. Pour résumer un peu toute cette partie, donc vous voyez bien que chacune des méthodes d'évaluation va se traduire par 3 grands moyens classiques. Les entretiens, quelle que soit la cible de l'entretien, donc la personne accompagnée, les professionnels, la gouvernance et les membres du CVS. De l'observation, donc c'est pour ça que la visite de la structure par les évaluateurs est essentielle, et nous le rappelons. La consultation documentaire, donc tous les éléments que vous allez pouvoir mettre à disposition à l'appui de vos réponses pour les évaluateurs. Bien sûr, si vous avez dématérialisé votre gestion documentaire, il n'est pas question de tout imprimer. Vous pourrez mettre à disposition ces éléments dématérialisés comme support de consultation donc, pour les évaluateurs. Voilà, voici les trois moyens classiques. Pour ce qui est donc les entretiens, l'ensemble des entretiens et des réponses qui sont apportées doivent bien sûr permettre de coter les éléments d'évaluation. Donc le système de cotation qui a été retenu est un système à 5 niveaux. Donc 1, le niveau le plus faible, et étoile, le niveau le plus élevé, puisqu'il permet de valoriser un résultat qui va au-delà de ce qui est attendu. Concrètement, comment cela se matérialise? Donc l'intervenant, l'évaluateur, cote chaque élément d'évaluation et non critère, et la plateforme SINAE va calculer par des moyennes successives la cotation du critère, de l'objectif, de la thématique et du chapitre. 2 points d'attention sur cette slide. La possibilité de coter en non concerné. Puisque à partir du moment où vous aurez défini votre structure à partir de sa catégorie finesse, vous aurez tous les champs d'application des critères qui lui seront associés. Donc, vous aurez la liste des critères qu'il faudra passer en revue. Mais, si malgré tout, votre structure n'est pas concernée par un critère, l'évaluateur a la possibilité de coter en non concerné. Ce critère en particulier, il est possible du non concerné, il faudra le justifier, mais les critères cotés non concernés ne sont pas comptabilisés dans la cotation. Donc, comme on l'a dit à l'instant, au sujet des critères impératifs, eux ne peuvent pas être cotés en non concerné, à l'exception du critère 3.6.2 sur le circuit du médicament. Mais cette possibilité donc, existe pour les autres critères. Vous avez également la particularité de la cotation réponse inadaptée. Donc cette deuxième possibilité, c'est une cotation qui s'applique uniquement dans le cadre de l'entretien avec la personne accompagnée. Donc du chapitre 1, puisqu'il est possible que malgré les différentes reformulations pour obtenir une réponse, elle n'y arrive pas. Celle-ci, la réponse n'est pas exploitable dans le cadre de l'évaluation, notamment quand la personne elle commence à être un peu fatiguée, qu'elle a des difficultés à répondre. Cela ne doit pas pénaliser votre structure dans le cadre de l'évaluation, et l'évaluateur pourra coter réponse inadaptée. Donc il n'y aura pas d'impact sur le résultat. Je laisse la parole à Angélique Calette pour la procédure d'évaluation. Alors, sur la procédure d'évaluation, s'agissant du rythme et du calendrier de l'évaluation, donc le rythme, je l'ai déjà dit en introduction, c'est tous les 5 ans. Vous avez donc le décret du 26 avril 2022 qui précise
ce sujet. Alors, on a actuellement, donc normalement, tous les arrêtés qui prévoient le calendrier des évaluations ont été pris, puisque les autorités de tarification étaient amenées à prendre ces arrêtés avant la fin de l'année, même 1er octobre 2022. Je sais que ça a un peu débordé au moins jusqu'au 31 décembre 2022, mais normalement tout est pris aujourd'hui. Et donc, chaque structure connaît sa date d'évaluation. Alors, il y avait en fait une première période qui s'est étendue du 1er janvier au 30 juin 2023, qui concernait les structures autorisées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. Donc, c'était vraiment ciblé sur ces structures-là sur les 6 premiers mois de l'année. Et désormais, donc, nous sommes sur le rythme pluriannuel, donc depuis le 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2027. C'est ce qu'on appelle la première itération de l'évaluation. Et donc, vous devez normalement connaître la date d'évaluation au vu des arrêtés de calendrier qui ont été pris. Donc, j'insiste sur le fait que ce sont bien les autorités de tarification et de contrôle qui arrêtent la date de l'évaluation, qu'il n'est pas possible d'y déroger, sauf motif de demande de report, mais c'est avec les autorités que cela se négocie. Et ce n'est pas avec la haute autorité de santé, puisqu'on avait été saisi pas mal de fois au départ. Bon, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. C'est bien son autorité de tarification et de contrôle qu'il s'agit de joindre pour les demandes de report. Alors, je vais passer vite sur cette diapo, c'est pour vous montrer en fait que donc on se situe bien dans une démarche continue et qu'il y a certes la visite d'évaluation qui est le temps fort de la démarche, mais il y a surtout un avant et un après la visite. Donc avant, je vais vous parler d'auto-évaluation et donc après la visite, effectivement, le rapport, que devient le rapport et surtout qu'est-ce qu'on fait en termes d'amélioration de la qualité après la visite. Alors, l'auto-évaluation par les structures, donc c'est aujourd'hui une démarche volontaire. Auparavant, il y avait une évaluation interne obligatoire. Aujourd'hui, cette évaluation interne obligatoire n'existe plus. Donc l'auto-évaluation est volontaire, mais évidemment, on insiste beaucoup et on incite beaucoup les structures à réaliser cette démarche d'auto-évaluation parce qu'on sait que ça a plusieurs côtés très positifs. D'abord, ça permet d'impulser la démarche collective et participative qui va amener l'équipe jusqu'à l'évaluation. Ça permet de s'approprier les exigences attendues, d'avoir une première connaissance des critères du référentiel. Et puis, ça permet de définir en amont de l'évaluation des premières actions d'amélioration de la qualité par rapport aux écarts que l'on peut constater dès l'évaluation avec les attendus du référentiel. Et puis, en quatrième bénéfice, qui n'est pas des moindres quand même, quand on a fait une auto-évaluation, ça se valorise aussi lors de l'évaluation, puisqu'il y a un objectif, l'objectif 3.10. Donc, le SSMS définit et déploie sa démarche d'amélioration continue de la qualité et de gestion des risques. Et donc, il y a 2 critères qui sont attachés. Et évidemment, le fait d'avoir fait une démarche d'auto-évaluation, ça permet d'être valorisé dans le cadre de ces 2 critères. Alors ça, c'est avant la visite d'évaluation. Pour ce qui est de la visite en elle-même, donc on a décliné 6 grandes étapes pour cette visite. D'abord, le planning détaillé du déroulement de la visite d'évaluation, séquence et durée est défini conjointement entre l'organisme et la structure en fonction des spécificités de la structure. En général, ce qu'on a observé, c'est que ça dure entre 2 à 3 jours, c'est le cas le plus fréquent. Donc les évaluateurs arrivent dans la structure, ils sont toujours 2 au minimum. Ça, c'est une obligation du cahier des charges. Et donc la visite d'évaluation commence par une réunion d'ouverture entre les évaluateurs et la gouvernance de la structure. Ensuite, la deuxième étape qui est incontournable, c'est la visite des locaux, puisque ça permet aux évaluateurs d'avoir une première
approche d'observation sur, par exemple, les documents qui font l'objet d'affichage réglementaire. Les évaluateurs peuvent également voir par là les conditions d'accueil des personnes, et les conditions d'organisation des locaux et les conditions de travail du personnel. Ensuite, l'évaluation se fait dans la structure. Toute la démarche en fait se réalise en continu et dans les locaux. Ça c'est très important. Il n'y a pas de consultation à distance ou de rencontre hors des locaux de la structure. La quatrième étape, c'est celle de la synthèse entre les intervenants qui permet de faire des points d'étape réguliers tout au long de la visite. Donc, on préconise à chaque fin de journée ou à chaque début de la journée suivante qu'il y ait un point. Ça permet de recaler un certain nombre de choses. Ça permet également parfois aux évaluateurs de re-questionner s'il y a des choses qui leur paraissent pas claires. Donc le débriefing avec la gouvernance qui vient dans la foulée de ces points d'étape. Et puis la sixième étape clé, c'est le bilan de fin de visite. Et on demande vraiment aux évaluateurs, lors du bilan de fin de visite, de dire clairement ce qu'ils ont constaté, les cotations, ce qu'ils ont vu sur les critères impératifs, pour qu'il n'y ait pas de surprise quand la structure reçoit le rapport d'évaluation. Alors, justement, le rapport de la visite d'évaluation, donc ce rapport, il y a un pré-rapport en fait, qui doit être transmis par l'organisme évaluateur à la structure au plus tard 1 mois après la visite. Ensuite, la structure a 1 mois pour faire part de ses observations. Et puis, il y a une troisième étape, encore une fois d'1 mois, pour que l'organisme évaluateur transmette le rapport final. Donc, le rapport d'évaluation, vous le voyez, il est transmis à l'autorité compétente. Bien sûr, c'était déjà le cas auparavant. Mais la nouveauté, c'est que tous les rapports d'évaluation sont également transmis à la Haute Autorité de Santé, parce que ça nous permet de réaliser nos missions de contrôle des organismes évaluateurs. Parce que les organismes évaluateurs sont accrédités par le COFRAC selon un cahier des charges que nous avons élaboré. Et donc nous avons cette mission de suivre la qualité concrètement du dispositif d'évaluation. Et puis la deuxième chose, c'est que l'analyse, en fait, donc nous allons collecter l'ensemble de ces rapports au niveau national et nous allons pouvoir en tirer des analyses intéressantes sur concrètement le niveau de qualité atteint par les structures. Donc on pourra regarder sur certains critères, on pourra faire des analyses en fonction des types d'établissements. Donc voilà, tout ça c'est quelque chose que l'on va travailler et ça va nous permettre pour notre programme de travail, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille également sur des recommandations de bonnes pratiques, de pouvoir aussi nous autosaisir de certains sujets si l'on voit que parmi les critères, certains sont moins bien remplis, qu'il y a peut-être de l'étayage à apporter aux établissements sur telle ou telle thématique, on pourra justement travailler sur celle-ci. Donc le rapport d'évaluation doit être également diffusé en interne, donc à la gouvernance, aux professionnels, au CVS, et puis il va également faire l'objet d'une publication auprès du public. Donc je l'ai un peu esquissé tout à l'heure, le rapport d'évaluation, il doit être décliné, les résultats de l'évaluation doivent générer un plan d'action d'amélioration de la qualité par l'établissement. Ce plan d'action va permettre de valoriser les actions qui seront engagées, puisque le rapport d'évaluation est susceptible de faire apparaître des points, des axes à améliorer. Donc ces axes à améliorer vont faire l'objet du plan d'action. Et le plan d'action, l'avancée du plan d'action, doit faire partie du rapport d'activité annuel qui est transmis donc par la structure aux autorités. Pour la dernière partie de la présentation sur le cahier des charges, je vais repasser la parole à Noémie. Mais alors, rapidement, quelques points d'attention sur les exigences du cahier des charges qui a été fixé aux organismes évaluateurs.
par la HAS. Donc nous avons bien sûr souhaité une intervention indépendante des organismes qui apportent un certain nombre de contraintes dans leur intervention, donc que ce soit pour les organismes eux-mêmes ou bien pour leurs intervenants. Donc notamment, si les organismes sont intervenus pour de la formation ou du conseil dans votre structure 24 mois avant l'évaluation, ils ne peuvent pas réaliser l'évaluation de votre structure. De la même façon, l'organisme qui aura réalisé votre évaluation ne pourra pas intervenir au sein de votre structure l'année qui suit cette évaluation. Donc nous avons mis cette exigence d'indépendance et nous avons mis également une exigence dans ce cahier des charges en matière de professionnalisation des organismes et des intervenants. Exiger un niveau d'activité, puisque dans le passé, il y avait beaucoup d'organismes habilités, mais qui n'avaient jamais mis en œuvre d'évaluation. Et donc évidemment, ils se sont engagés, les organismes accrédités, à réaliser les évaluations sur la base des outils et des méthodes d'évaluation qui sont publiées par la HAS. Et nous allons, comme l'a souligné Mme Khaled, renforcer les contrôles par autosaisine, mais également sur signalement de votre part. Donc si vous constatez des écarts, une posture qui ne serait pas correcte ou autre signalement, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc la liste des organismes évaluateurs, vous la retrouvez sur notre site internet et sur la plateforme Sinae. Cette liste, elle est bien sûr mise à jour et publiée quotidiennement, par ajout actuellement, puisqu'on ajoute les organismes à chaque fois qu'ils ont été accrédités ou en recevabilité opérationnelle, mais aussi à l'avenir, possiblement par des retraits. Des retraits, si le COFRAC leur retirait leur accréditation, s'ils ne respectaient pas le cahier des charges, évidemment, ils seraient retirés de cette liste. Donc il est très important de vous référer à cette liste publiée au moment de la contractualisation. Nous avons enfin mis quelques liens utiles. Vous retrouvez les questions, des réponses aux questions qui nous sont régulièrement posées dans la foire aux questions. Également l'adresse où nous écrire pour toute question. Donc c'est contact.évaluation-sms@has-santé.fr. Voilà. Et nous sommes à vos côtés dans la mise en œuvre de ce dispositif. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Un grand merci, mesdames, Madame Khaled et Madame Guiteau, pour cette présentation. Je vais désormais demander à Madame Valero de venir me rejoindre, représentante de la Direction générale de la cohésion sociale. Bonjour, donc Nathalie Valero, je suis chargée de mission au sein de la DGCS, au bureau de la gouvernance des établissements sociaux et médico-sociaux, qui est rattachée à la sous-direction des affaires financières et de la modernisation. Donc M. Bachelry assiste à notre réunion à distance. Il est pardon, je peux peut-être juste dire un mot, Nathalie. Je vais vous laisser entre les mains de Nathalie, bien sûr, qui est beaucoup plus experte que moi sur les sujets d'évaluation de la qualité dans les ESMS, puisqu'elle a pas mal travaillé, notamment à l'ARS, sur ces sujets-là. Mais je voulais simplement faire 2 mots d'introduction pour dire que combien c'était important pour la DGCS qu'on aboutisse sur cette réforme de l'évaluation de la qualité des ESMS, parce que pour nous, c'est un levier vraiment quand même très très important de prévention de toutes les difficultés qu'on peut avoir parfois, notamment en termes de maltraitance, etc. Donc c'est vraiment très important qu'on arrive au dernier kilomètre sur la mise en œuvre de cette réforme. Je crois qu'on est en train d'y parvenir. C'est un travail qui a été vraiment, je crois qu'on est vraiment en train on a vraiment progressé sur notre professionnalisation. La présentation de Angélique Khaled, je trouve, le montre bien. Dans la professionnalisation
du process d'évaluation. Ça a été un gros travail aussi de co-construction avec les différents acteurs. Ça, je pense que c'était un vrai défi de réussir à faire un référentiel commun sur lequel tout le monde, dans la diversité des établissements sociaux et médico-sociaux, se sentent représentés. Donc je pense que voilà, on est arrivé vraiment là maintenant à un point où il faut qu'on mette en œuvre tout ça, et c'est aussi pour ça qu'on souhaite vraiment vous accompagner dans la mise en œuvre opérationnelle, et qu'on ne soit pas juste dans notre tour d'ivoire. Alors moi je donne le mauvais exemple parce que je n'ai pas pu venir aujourd'hui, mais voilà, je suis content que Nathalie puisse être là avec vous, et l'important c'est qu'il y ait vraiment des discussions ouvertes, quoi, et qu'on puisse essayer de répondre au maximum à vos interrogations. Je laisse la parole à Nathalie. Du coup, je vais présenter nos propos qui sont complémentaires avec ceux de l'HAS. Alors, je prends mon arrière. J'ai trouvé le mot. Donc, en premier lieu, je vais revenir sur l'esprit de la réforme en cours, le processus d'évaluation, où on en est dans la mise en œuvre de la réforme et son pilotage. Alors, le cadre juridique, vous le connaissez, hein, puisque la démarche qualité est ancienne, elle remonte à la loi du 2 janvier 2002, et elle a été consolidée par la loi du 24 juillet 2019, et elle vise l'ensemble des ESMS indiqués dans le L312-1 du CASF, sauf quelques exceptions. La réforme en cours est issue du décret du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité des ESMS et de son décret modificatif du 26 avril 2022. Et donc, il fixe un cycle quinquennal de l'évaluation qui est établi par les arrêtés de programmation pris par les autorités de tarification et de contrôle ou des autorités compétentes ayant délivré l'autorisation. Donc, ce cycle quinquennal a pour objectif de lisser l'activité des flux des rapports. Et donc la démarche d'évaluation s'appuie désormais sur le référentiel d'évaluation de l'HAS, qui vous a été bien présenté précédemment, et les organismes évaluateurs qui sont désormais accrédités par le COFRAC et s'appuient sur la plateforme collaborative SINAI. Donc c'est à partir des évaluations que vous réalisez au sein de vos structures que se décline un plan d'action d'amélioration continue de la qualité qui doit être valorisé, tracé dans un rapport annuel d'activité. Et puis c'est un thème également découpé dans les projets d'établissement des structures. Alors un petit tableau pour avant et aujourd'hui. Qu'est-ce qui a évolué? C'est que désormais, donc, l'évaluation, elle est transmise, les rapports d'évaluation sont transmis sur la durée de validité de l'autorisation, qui est au total de 15 ans, mais les rapports sont transmis sur la pièce des 13 premières années de ces 15 années, car c'est au bout de la 13e année que les autorités analysent les rapports et vont arbitrer pour le renouvellement de l'autorisation. L'autre point, c'est le changement des rythmes, puisqu'aujourd'hui, ils sont quinquennaux et ils sont fixés par arrêté de programmation. Et l'intérêt de cette programmation, c'est de lisser la charge, l'arrivée du flux des rapports. On n'est plus à une date butoir comme on a connu par le passé, mais on lisse la démarche des évaluations. Et ça permet à tous les acteurs de se mettre en marche et de se préparer pour mener au mieux ces étapes d'évaluation. Donc le processus, un petit schéma pour présenter. Donc on a l'arrêté de programmation qui donne, on va dire, le go, le démarrage du processus d'évaluation par un organisme accrédité COFRAC, et puis la transmission du rapport aux autorités compétentes. Donc chaque autorité fixe les modalités de transmission du rapport, et également l'HAS qui est destinataire via la plateforme SINAI. Et puis, à terme,
Donc c'est là-dessus qu'on doit travailler pour aboutir à la publication d'un décret qui va définir les modalités de publication des résultats d'évaluation. Donc, où on en est de la mise en œuvre de la réforme? On en est, donc l'article L312-8-8, alinéa 1, précise qu'un décret détermine les modalités de publication ainsi que le rythme des évaluations. Donc, concernant le rythme des évaluations, on a les décrets, et maintenant il faut qu'on finalise celui sur la publication des résultats. Donc, pour travailler à la rédaction de ce décret, la DGCS anime des groupes de travail avec les fédérations, les autorités de contrôle et de tarification. Et elle a pour objectif de publier le décret en fin d'année ou début 2024. Et ce décret donc, précisera ce qui sera publié, où, quand, comment. Concernant le pilotage de la réforme, donc on a mis en place différents outils. On a publié cet été une instruction à l'attention des autorités. On a mis également en ligne une foire aux questions. Et puis on dispose d'une boîte de dialogue via le courriel DGCS. Voilà, vous avez l'adresse. Et donc à terme, au niveau de la gouvernance de la réforme, la DGCS prévoit de mettre en place un comité de suivi qui sera copiloté avec la HAS afin de permettre la remontée des informations des ensembles des acteurs, identifier les freins, les leviers, de manière à conforter le déploiement de la réforme. Donc on envisage l'installation du comité sur le premier semestre 2024. Je suis arrivée au bout de cette présentation. Et je vous remercie de votre attention. Un grand merci, Madame Valero, pour cette présentation. Une petite précision, la DGCS est présente pour cet après-midi. Et nous sommes la 7e région à passer. Et voilà, nous sommes les premiers à avoir la présence. Donc, encore un grand merci. Madame Dupetit, Monsieur Baudier, avant que... voilà, nous allons passer à la table ronde, mais nous allons avoir quelques propos introductifs par l'Agence régionale de santé et par Monsieur Baudier du Conseil départemental 41. Je tiens quand même à vous préciser qu'il y a des représentants de tous les conseils départementaux et je tiens à vous en remercier parce que vous avez tous répondu présents. Et voilà, encore merci. Donc du coup, Madame Dupetit, Monsieur Baudier, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors effectivement, on est missionnés, Madame Baudier et moi, pour vous présenter le point de vue des autorités de tarification et de contrôle. On va le faire assez rapidement en faisant un focus un petit peu sur la situation de notre région, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et ce qui s'annonce dans les mois à venir. Peut-être juste un propos introductif de notre côté. Donc déjà, on est très content au niveau du conseil départemental du 41 de pouvoir accueillir cette réunion. Donc je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur l'organisation de cette réunion, parce que ça a été un gros travail. Aussi la joie de retrouver des collègues de l'Agence régionale de santé avec qui j'ai travaillé par le passé. Donc le fait de pouvoir finalement faire un pont sur la thématique de la qualité entre les compétences du conseil départemental et celles de l'Agence régionale de santé, et tout ça au service des citoyens et des usagers. C'est vraiment un point relativement important pour nous, notamment pour moi, qui ai pu travailler à la fois sur le sanitaire et le médico-social, et aujourd'hui sur la protection de l'enfance, avec cette culture qualité qu'on souhaite vraiment pouvoir travailler dans une logique de transversalité. Donc c'est une belle journée, donc j'espère que vous allez pouvoir en profiter, puisque la question de la qualité, en fait, ça doit être vraiment notre cap et notre ligne directrice dans le principe vraiment de qualité de service rendu aux usagers. Peut-être commencer. Alors, par rapport un peu à l'organisation qui a été décidée entre l'Agence régionale de santé et les différents conseils départementaux, on avait retenu déjà deux principes, on va dire, fondateurs.
Le premier, c'était la mise en place d'une articulation sur les arrêtés de programmation avec les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Donc l'idée était de prendre en compte la date d'effet du CEPOM pour calculer l'année de la transmission du rapport, sachant qu'il était attendu aussi une transmission d'un rapport d'évaluation un an avant le CEPOM. Donc ça, c'est une dynamique qui est particulièrement développée sur le champ du médico-social. Au niveau de la protection de l'enfance, et là je parle uniquement du 41, on a aussi un travail à mener sur la question des CEPOM, puisque ce n'est pas une pratique aujourd'hui, mais il y a une vraie réflexion dans cette dynamique. De la même manière, les gestionnaires du champ médico-social ont souvent énormément de finesse géographique liées à plusieurs activités. Et dans ce cadre-là, le deuxième organisation directrice que nous avons arrêtée, c'était le principe d'avoir une échéance pour toutes les autorisations d'un même gestionnaire. À part si ce dernier, dans le cadre en fait, de l'éventail ou du volume de SMS dont il disposait, souhaitait pouvoir en fait, travailler sur un étalonnage au fur et à mesure, un étalement des différentes procédures. Donc concrètement, pour la formalisation de cette programmation, nous avons signé donc 6 arrêtés conjoints entre l'Agence régionale de santé et les conseils départementaux qui ont été publiés entre le 30 janvier et le 3 mars 2023. Grosso modo, pour que vous puissiez avoir un ordre d'idée de ce que ça représentait, ça permettait d'avoir une liste des échéances sur la période du 1er juillet 2023 au 31/12/2027, et ça représentait 475 ESMS à compétence ARS, dont 344 ESMS principaux, 411 ESMS à compétence conjointe ARS-CD, dont 353 ESMS principaux, et enfin 154 ESMS à compétence CD, dont le gestionnaire est commun ARS-CD. Donc, au niveau des informations sur les CD, donc pour le CD 18, ça fait 60 établissements et services concernés par l'arrêté de compétence unique. Le CD 45, donc 2 établissements PH relevant de la compétence exclusive CD, 5 ESMS PA, 113 SAD et 23 ESMS enfance. Pour le CD 36, 55 structures à compétence unique du CD. Alors pour le CD 41, il y a eu une petite problématique de transmission des données. Les aléas, c'est de l'informatique, mais c'est pas grave, j'ai tout à portée de main. Sinon, ça serait pas drôle s'il n'y avait pas d'aléas. Donc pour le 41, on est bien au niveau du champ PAPH, on est sur 56 SAD, plus 12 résidences autonomie concernées par un arrêté de compétence unique, sachant qu'on a une particularité aussi avec les dispositifs des SAD-SIAD dans le cadre de la réforme du service autonomie, où là on est sur une dynamique plutôt à travailler sur 2025. Pour la direction enfance-famille, on est sur 12 établissements et services enfance concernés par l'arrêté de compétence unique, plus PJJ pour la période 2023-2027. Pour les collègues du CD28, donc on était à 144 ESMS, donc 44 antennes locales de SAD, regroupées en fait en 2 fédérations, et pour le CD37, 139 ESMS. Sur les dispositions transitoires, parce qu'effectivement, quand on a des réformes de cette ampleur, il est toujours nécessaire de pouvoir travailler les dispositifs transitoires, notamment sur les ESMS qui étaient autorisés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. Ces derniers, s'ils n'avaient pas transmis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 de rapport d'évaluation ou de certification pour le renouvellement de leur autorisation, qui était prévu entre 2023 et 2024, ces derniers devaient transmettre en fait un rapport d'évaluation avant le 30 juin 2023. Dans ce cadre-là, moi je tiens quand même à saluer l'ensemble des établissements qui ont respecté en fait ce calendrier, puisque ce n'était pas chose facile pour l'ensemble des structures, notamment avec les futurs prestataires qui devaient assurer les évaluations. Donc merci aux établissements de s'être pliés à ce calendrier et d'avoir réussi à tenir les orientations. A noter que sur ces ESMS, ils devaient intégrer en fait la nouvelle démarche des renouvellements de leur autorisation. Donc globalement, en région Centre-Val de Loire étaient concernés donc 20 ESMS à compétence ARS-CD, 9 ESMS à compétence ARS. Pour le CD18, nous étions à 1 ESMS à compétence CD. Pour le CD45, 7 ESMS à compétence CD. Le 36, aucun. Pour le 28, aucun. Le 37, aucun. Et pour le 41, nous en avions 3 ESMS sur le champ PAPH et 10 ESMS sur le champ enfance à compétence CD-PJ. Enfin, dans le cadre des différentes négociations qui ont pu avoir lieu entre les délégations départementales de l'ARS et les CD gestionnaires, 7 structures ont été intégrées aux arrêtés de programmation, portant le total à 22 structures. Et je laisse la parole à Madame Dupetit. Et donc sur ces 22 que nous attendions, 15 ont été reçus. Les raisons qui ont été évoquées par les gestionnaires pour ces retards, pour ces 7 retards, sont des raisons très concrètes. Le poste de directeur était vacant, l'établissement était engagé dans un grand projet immobilier qui mobilisait les équipes.
le contexte était difficile au niveau RH. Enfin, il y avait un certain nombre de raisons tout à fait recevables et qu'on a pu aussi prendre en compte chaque fois que c'était possible. Actuellement, on est sur ce chantier de relecture de ce qui est déjà arrivé pour pouvoir s'approprier l'outil. Puis on est aussi sur le chantier de préparation des prochains arrêtés conjoints. Alors, 117 transmissions de rapports programmés au dernier trimestre 2023, donc on continue à en recevoir tous secteurs confondus. Sur les 61 qu'on attend là, pour la fin de l'année, côté ARS pur, on en a déjà reçu 5. Pour les 83 en compétences partagées RSCD, on en a reçu 2. Et côté CD, sur les 33 attendus, donc pour le Cher, 2 ont été reçus. Côté Loiret, moins de 10. L'Indre a voté sans opinion. Ne se prononce pas. Ne se prononce pas, c'est ça. Le Loir-et-Cher. On en a 7. 4 du secteur PRPH et 3 du secteur. L'Eure-et-Loire n'en avait pas et l'Indre-et-Loire en a reçu 5. Et puis une petite particularité, c'est qu'on en a reçu 2 dont la transmission était prévue au premier trimestre 2024 et l'autre au premier trimestre 2027. C'est un établissement qui a mal calculé par rapport à sa date de renouvellement d'autorisation. C'est bien ça. Hein. Alors, les premiers constats qu'on peut faire sur la base de ces documents, c'est les difficultés de mise en œuvre pour nous, en fait, côté autorité de tarification et de contrôle, puisqu'on est toujours en attente du décret sur les modalités de communication des rapports, qui a été évoqué à l'instant, qui nous facilitera ou qui nous donnera peut-être des grandes lignes, en tout cas sur la manière d'aborder aussi les informations contenues dans les documents. Le fait de ne pas avoir d'outil national de retraitement des informations est aussi une problématique qui se pose à nous parce que les rapports sont très volumineux. On est passé de rapports qui faisaient une trentaine de pages en moyenne sur l'ancien système à des rapports qui font entre 80 et 100 pages. C'est beaucoup plus long à retraiter. Et du coup, il faut aussi qu'on trouve un moyen d'exploiter rapidement les informations qui sont contenues dans ces rapports pour pouvoir en faire une utilisation qui aille dans le sens de tout ce qui a été évoqué en termes de montée en compétence sur les champs de la qualité, de la bientraitance, de l'expression des droits des usagers, enfin tous ces sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur et qu'on essaie aussi, nous, de suivre dans le cadre des inspections, dans le cadre de la contractualisation autour des CEPOM. Donc on travaille à une procédure en interne au niveau de l'ARS pour traiter les évaluations reçues. C'est en test en fait, parce que ça nécessite un certain nombre de manipulations techniques, puisqu'on reçoit des rapports en PDF, donc il est assez difficile d'extraire des données. Donc on ne pourra pas, enfin éventuellement on pourra vous en dire un petit peu plus si vous le souhaitez, mais on ne pourra pas aller très très loin dans la description des processus. Hein. On est aussi en attente de retour DGCS et HAS sur le regroupement des évaluations, notamment pour les femmes foyers de vie, les antennes SAD-AID. Et puis, il y a le sujet de l'absence de visibilité sur la plateforme SINAE, donc évaluation type, programmation, avancée des évaluations des ESMS. Côté ESMS, on a eu aussi des remontées des difficultés que vous rencontrez, le coût qui est estimé entre 8 000 et 10 000 euros sans financement prévu, de notre côté en tout cas. Parfois plus que 10 000 euros, on a reçu des devis parfois de double, parfois moins aussi. Un problème au démarrage de disponibilité des organismes évaluateurs qui, semble-t-il, est quand même en voie de résorption. Le contexte de tension interne propre aux gestionnaires, donc on en parlait tout à l'heure, au niveau de la gouvernance ou les tensions RH, des projets qui mobilisent fortement les équipes et qui laissent peu de temps pour un dispositif d'évaluation qui est quand même très chronophage. Et puis tout le temps d'appropriation du référentiel, c'est vrai que 157 items, c'est 157. 157, c'est beaucoup, hein, et avec chaque fois une fiche à laquelle il faut se reporter. Enfin, on se rend bien compte du travail colossal que ça peut représenter aussi pour les établissements de petite taille et qui disposent de peu d'effectifs pour préparer l'évaluation. Hein.
tout ça, ça génère quand même des retards de transmission. Et c'est vrai qu'on a essayé d'être compréhensif aussi quand on recevait des demandes de report pour des modifications en fait, du calendrier pour décaler la date du rendu du rapport d'évaluation. Alors, le gros chantier, donc, outre l'analyse des premiers rapports que nous avons reçus, c'est la publication des arrêtés de programmation pour la fin de l'année. Donc, on va les mettre à jour en intégrant les nouvelles structures qui auraient été créées depuis la publication des précédents arrêtés. On va modifier aussi toutes les échéances qui ont pu découler du glissement des échéances CEPOM, puisqu'on est toujours sur la règle que présentait M. Baudier de N-1 de l'année de négociation du CEPOM. Donc certaines associations gestionnaires publics ont demandé à décaler leur CEPOM d'une année, donc automatiquement ça fait glisser la date d'évaluation. Il y a aussi tous ceux qui ont demandé un report pour des raisons qu'on évoquait, en fait des difficultés à tenir les échéances. Il faut qu'on intègre les 2008-2009 qui vont entrer dans le calendrier, mais 5 ans plus tard, enfin en 2028, il faut. Et puis, il faut qu'on prenne en compte aussi la nouvelle réglementation qui a gelé temporairement les échéances des SIAD et avec un impact aussi sur les SAD plus ou moins important, puisque tous les SAD ne vont pas entrer dans la réforme, mais il y a quand même un impact sur les services d'aide à domicile. Alors, concernant les positions qu'on a pu recueillir au niveau des 6 CD, donc pour le faire, les modifications à venir vont intégrer les nouvelles structures et modifier les échéances des services d'aide à domicile au regard de leur évolution vers les SAD. Pour le Loiret, la mise à jour de l'arrêté de programmation va concerner aussi les SAD, donc au mois de novembre 2023. Et puis ça va intégrer le gel des évaluations que je mentionnais, et puis on va prendre en compte les demandes de report et avec un changement de période de référence. Pour l'Indre, le département étudie toute demande de délai en considérant que le calendrier initial de toute façon n'était pas tenable. Et pour l'avenir, le CD de l'Indre prendra en compte les résultats dans la mesure du possible et des moyens RH aussi dont il dispose. Le CD 41. Alors, nous, au niveau du 41, il y a toujours le sujet en fait, du service autonomie qui revient de manière régulière. Et après, pour la question de la protection de l'enfance, on reste relativement souple aussi, puisque du coup, je profite de la présence des collègues du niveau national pour mettre aussi en lumière cette problématique-là, où on est sur un champ. Si la qualité existait, bien entendu, au niveau de la protection de l'enfance, elle n'était pas tout à fait formalisée de la même manière que dans le cadre du référentiel actuel. On est sur quelque chose qui se rapproche fortement d'une démarche sanitaire et médico-sociale, avec quand même une expérience pour les structures médico-sociales et sanitaires. Là, sur la protection de l'enfance, on a un gap qui existe, avec une vraie dynamique auprès des établissements, mais qui demande un peu d'adaptation par rapport à des critères et des méthodologies de travail qui sont quand même très fortement hérités du dispositif sanitaire et médico-social. Et ça s'accompagne aussi. Pour le L'Eure-et-Loire, l'arrêté de programmation va être actualisé au premier trimestre 2024. Et concernant le traitement des résultats des évaluations, la procédure interne n'est pas encore définie. Et pour l'Indre-et-Loire, les demandes de report aussi vont être étudiées attentivement. Une dizaine de demandes ont été reçues. Alors, pas encore. Ouais. Bien, avant effectivement de proposer quelques minutes de pause, je vous propose qu'on commence cette table ronde avec les questions-réponses. Un petit préalable, lorsque vous prenez la parole, si vous pouviez effectivement vous présenter votre fonction, votre structure, votre département, et le cas échéant, peut-être à quel intervenant souhaitez-vous vous adresser ou à qui souhaitez-vous effectivement poser des questions. N'hésitez pas, les micros circulent dans la salle. Donc, nous avons les représentants effectivement qui sont sur scène, mais vous avez aussi les représentants des conseils départementaux qui sont dans la salle. Je les identifie à peu près devant, pas tout à fait. Voilà. Première question.
Bonjour, Aude Brun, directrice adjointe à l'URIAPS, qui fédère des associations du secteur social, médico-social et de la santé en région. J'avais plusieurs questions, mais je vais en poser que deux. D'abord, une première sur une éventuelle version 2 du rapport, mais deux questions pour la HAS. Une première sur une version 2 du rapport, est-ce qu'elle en travaille? Est-ce qu'il y aura une deuxième version, notamment pour intégrer des choses qui ne sont pas encore très claires? Je pense à des éléments dans le champ de la dictologie sur l'existence de XAPA résidentiels, donc avec hébergement, qui ne sont pas considérés dans le référentiel. Et puis, on parlait de la protection de l'enfance. Le circuit du médicament est un sujet en protection de l'enfance. Et ce n'est pas un critère opposable dans le référentiel pour le champ de la protection de l'enfance. Ça, c'était ma première question. Et ma seconde, alors c'est une remarque-question, il me semble qu'il y a une confusion, en tout cas de ma place du secteur associatif, entre gouvernance et dirigeance dans la démarche. On vient avec l'URIAPS de faire le tour des départements de la région. On a évoqué ce sujet de l'évaluation. Et les présidents d'associations, les membres des conseils d'administration sont la gouvernance de nos associations. C'est eux qui dirigent et qui délèguent ensuite à des directeurs qui sont les salariés. Dans l'évaluation et dans la manière dont se déroulent les évaluations, ce sont les directeurs et les cadres qui sont interrogés et pas la gouvernance. Ce qui pourrait être intéressant, alors évidemment, ce n'est pas eux qu'il faudrait interroger sur tous les sujets, mais il nous semble qu'il serait intéressant de les entendre, puisque les projets d'établissement et les projets de service découlent de projets associatifs qui fondent l'action des associations de ce secteur. Allô? Oui, ça marche. Alors, merci beaucoup pour ces questions. Je pense que la première, vous avez évoqué la V2 du rapport, vous parliez peut-être de la V2 du référentiel. Alors, le référentiel, pour l'instant, il vient d'être déployé il y a quelques mois, et puis comme on l'a rappelé, il faut quand même un temps d'appropriation certain. Donc bien sûr, il va y avoir une évolution du référentiel, mais c'est pas tout de suite. On va attendre quelques années pour avoir quand même un déploiement qui soit significatif. Mais forcément, il va évoluer, ne serait-ce que sur les 18 critères impératifs. On vous l'a expliqué tout à l'heure. Les 18 critères impératifs ont été choisis par la gouvernance parce que ce sont les critères qui touchent aux droits des personnes et à la sécurité. Donc c'est vraiment le premier pas de qualité qui nous a semblé important de stabiliser, de sanctuariser. Mais par exemple, ces critères impératifs vont être amenés à évoluer. Ça sera peut-être d'autres critères où on verra en fonction du niveau d'atteinte de ces critères. Après, sur des secteurs qui se retrouvent plus ou moins dans les critères du référentiel, bien sûr, on a quelques remontées en ce sens, soit de fédération, soit d'établissement. Il faut quand même que vous sachiez, je réinsiste là-dessus, que la HAS n'a pas bien évidemment élaboré ce critère et ce référentiel toute seule dans son coin. Il y a eu des groupes de travail nombreux, il y avait 9 sessions de groupes de travail, il y a eu plus de 40 réunions avec des professionnels de terrain et des personnes accompagnées qui faisaient partie de ces groupes. Donc comment on s'est organisé? En fait, il y avait un groupe de travail avec 4 réunions par thématique, hein. On a rappelé les 9 thématiques tout à l'heure, et à la fin du projet, quasiment à la fin, on a détricoter et recomposer les groupes de travail pour faire des groupes métiers, pour que vraiment chaque catégorie spécifique d'établissement reballer le référentiel pour déterminer les critères communs qui pouvaient être communs, qui pouvaient s'appliquer à eux, ou les critères spécifiques. Donc ça a été un gros travail, mais qui a été vraiment amplement concerté avec les professionnels, et nous sommes allés tester le référentiel avant de le conclure totalement, dans un échantillon, auprès d'un échantillon représentatif des différentes catégories. Donc il y a peut-être des petits ajustements à faire, c'est sûr, on le verra, ça va évoluer, mais pas tout de suite. Voilà, pour faire une réponse synthétique et conclusive.
Sur la gouvernance, la dirigeance. Pour nous, il est clair que quand on parle de gouvernance, quand on parle du chapitre 3, la gouvernance de l'établissement, on est vraiment au plus près de l'établissement. C'est-à-dire que c'est le directeur de l'établissement et les chefs de service. C'est vraiment eux qui sont le cœur de cible. Parce qu'on va évaluer la façon dont c'est organisé au plus près de la personne accompagnée. Maintenant, dans la réunion d'ouverture et dans le débriefing, il n'y a aucun inconvénient à ce qu'il y ait le président de l'association ou quelqu'un des sièges sociaux. Mais on veut éviter que ça soit eux qui monopolisent en fait la parole. On veut vraiment s'adresser à ce que vous avez appelé la dirigeance de l'établissement. Monsieur Bautier, je crois que vous vouliez... Moi, j'aimerais juste rebondir sur l'exemple en fait, du circuit médicament. Pour la question de la protection de l'enfance, j'ai trouvé en fait, que dans le cadre du référentiel, ce qui est intéressant, c'est que ça met en lumière aussi ce sujet, notamment pour la protection de l'enfance, où là je parle aussi sous le contrôle des collègues des conseils départementaux, où on note quand même une évolution extrêmement forte du public, avec un vrai sujet sur un peu une sanitarisation aussi du public, avec des traitements qui sont attendus, qui sont donnés. Et le fait d'avoir ce référentiel, ça fait réfléchir les directions de manière extrêmement positive. Mais c'est la question de la gestion du schéma du circuit du médicament, ça ne s'invente pas. Le cadre réglementaire n'est pas ultra clair sur la protection de l'enfance, mais on a quand même beaucoup de choses qui existent sur le secteur médico-social et sanitaire, et c'est là où je trouve que c'est intéressant dans une dynamique d'interculture qu'on puisse avancer, et je pense que le référentiel a apporté ça. Nous, sur les quelques établissements de la protection de l'enfance qui se sont positionnés dans les évaluations et qui ont eu ces éléments-là, alors déjà, les évaluateurs n'ont pas forcément été sur ce critère, mais ça avait mis quand même en marche toute une dynamique avec une vraie sécurisation, à la fois par exemple sur les toxiques, sur la question de la dispensation médicamenteuse, sur la question d'utilisation du dispositif multidose. Et là, il y a une vraie évolution, je trouve, importante à souligner. Monsieur Pozoreda. Oui, merci Cyril Polvoreda, directeur général de l'ADAPI 41. C'est pas une question, c'est peut-être un petit message à faire passer pour que ça remonte jusqu'à la CNSA. C'est qu'aujourd'hui, on nous demande énormément de performance et on partage et ça croise souvent les valeurs de nos associations. Néanmoins, il n'y a pas de moyen qui vient finalement nous permettre de mettre en œuvre cette performance. Les exigences, elles sont environnementales aujourd'hui pour les associations, elles sont autour de la qualité, elles sont autour globalement de la performance. Et encore une fois, on partage. Comment on peut arriver à faire en sorte que les sièges sociaux soient considérés comme un vrai support et un vrai levier de performance et pas un prélèvement au détriment des usagers dans les établissements. Donc c'est peut-être un cierge que j'allume pour une bienveillance sur des frais de siège ou autres auprès de nos autorités de tarification. Le message est passé. Il y a une question devant. Bonjour, donc je suis Madame Rivaud, directrice résidence autonomie Léo Lagrange à Châteaudun, en Eure-et-Loire, avec une capacité d'accueil de 69 personnes. Je rebondis sur plusieurs sujets. Tout d'abord, le coût non accompagné de cette réforme, qui est effectivement souhaitable parce qu'en termes de qualité, on a beaucoup de progrès à faire. Et puis, c'est aussi rassurant de savoir qu'on aura des conseils, des axes d'amélioration guidés. De manière concomitante, on doit également mener l'informatisation via le SMS numérique, pour lequel le budget financement a également été réduit. Pour des établissements de petite taille, avec des budgets extrêmement contraints, pour diverses raisons, l'impact énergétique, etc. C'est effectivement au détriment des usagers. C'est dommage. Voilà. Madame Dupetit, peut-être des éléments de réponse. Alors, sur la question des moyens, ce qu'on peut dire, c'est qu'un établissement qui n'arriverait pas, ou une association gestionnaire qui n'arriverait vraiment pas à financer l'évaluation peut toujours revenir vers nous et solliciter un crédit non reconductible à cet effet. Et la porte ne sera pas fermée, bien entendu, même si on vous incite plutôt à anticiper, comme c'est tous les 5 ans, à éventuellement
éventuellement provisionner sur un résultat excédentaire de manière à avoir les moyens le jour venu. On n'est pas nombreux à avoir des résultats excédentaires. En tout cas, un crédit non reconductible est toujours possible, mais on n'a pas souhaité le systématiser comme on a pu le faire au moment du lancement des premières évaluations pour nous soutenir. On n'en avait pas les moyens non plus parce que nos crédits non reconductibles sont mobilisés aussi sur d'autres priorités. Sur le handicap, ils sont fléchés sur les situations critiques, ça vous le savez, et puis sur l'ensemble des secteurs, ils sont fléchés aussi en priorité sur les emplois, la formation professionnelle qualifiante, formation continue. Donc c'est vrai que c'est pas non plus une ressource inépuisable. Il est aussi possible toutefois de mobiliser des crédits non reconductibles sur le plan ESMS numérique. Alors c'est vrai que la CNSA a reposé le cadre sur ESMS numérique en nous demandant de financer moins de matériel et plus d'accompagnement de la mise en place des solutions. Donc ça peut être un peu décevant pour certains établissements qui déposent des dossiers dont une grosse partie du montant en fait est sur le matériel, mais ce sont les consignes. Normalement, on ne doit pas dépasser plus de 17% du total en matériel, donc c'est relativement peu. Mais là encore, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous pour une demande de crédit non reconductible si vous sentez que vous n'êtes pas en mesure de le financer sur vos propres ressources. On peut toujours rechercher ensemble des solutions. Merci madame. Bonjour. Alexandre Dubowski, responsable de service et chef de projet d'évaluation pour l'UDAF d'Indre-et-Loire. Ma question s'adresse à la Haute Autorité de Santé. C'est une question pratico-pratique sur le logiciel SINAE. Donc, deux petites questions. Généralement, pour fédérer et faire adhérer tout le monde à une démarche qualité, on travaille en comité de pilotage et lorsqu'on attribue en fait une des parties du référentiel, donc la personne, le professionnel ou le SMS, alors que plusieurs personnes ont travaillé sur un sujet, il n'y a qu'une seule personne qui peut compléter en fait toutes les questions dans le logiciel SINAE. Donc en fait, ça représente une charge de travail conséquente pour la personne qui doit absolument tout ressaisir pour l'auto-évaluation qui est fortement conseillée et incitée pour les ESMS. Et ma deuxième question, c'est la charge de travail que peuvent représenter les différentes catégories FINES. Nous, on en a 2, et pour les organismes qui en ont 3. Donc en fait, c'est pour savoir comment aborder en fait cette double voire triple charge de travail, comment procéder, et est-ce qu'on peut compléter qu'une seule auto-évaluation ou est-ce qu'il faut en compléter 3 en fonction des 3 catégories FINES. Hop, merci. Vous parliez, excusez-moi pour bien comprendre la question, sur la deuxième partie, vous parliez d'auto-évaluation, hein, c'est bien ça? D'accord. Je vais passer la parole à Noémie sur le SINAE, je compléterai. Alors, alors je vais essayer j'ai écouté, j'ai peut-être pas tout entendu. Pour la première question, sur les référents ESSMS des structures, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de référent et apparemment dans les structures, plusieurs personnes vous pourrez intervenir. Donc par structure, vous pouvez nommer 2 référents ESSMS. Et c'est ces 2 personnes qui vont être les référents comme le nom l'indique pour ces structures. Sinon, il y a des interférences sur la gestion des missions, etc. Et donc, pour l'instant, en tout cas, on a mis 2 référents par structure pour gérer tout ce qui était mission et dans les réceptions des pré-rapports, des rapports. Voilà, c'est organisé de cette façon. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui. D'accord. Pour les catégories FINES, alors j'ai pas. Donc c'est pour les auto-évaluations. Oui, c'est ça, quand il y a. Si j'ai bien compris, le monsieur me dira si j'ai bien compris. Pour les auto-évaluations, quand il y a plusieurs catégories FINES, il faut faire saisir plusieurs grilles. On ne peut pas grouper les grilles, c'est ça? Voilà, c'est ma question. Nous, on a 2 catégories FINES, protection juridique des majeurs et délégués aux prestations familiales. Donc,
et ça nous génère 2 auto-évaluations. Donc effectivement, 2 fois 157 questions à compléter avec des éléments de preuve. Et ma question était de savoir si on pouvait consolider tous ces éléments au sein d'une seule et même évaluation, ou est-ce qu'il fallait bien effectivement différencier avec 2 auto-évaluations? Alors, normalement, une autorisation, une évaluation. Donc, de la même façon, vous pouvez faire les auto-évaluations de la même façon. Donc, si vous avez deux structures avec deux catégories et deux numéros finales distincts, normalement, vous devrez faire, enfin, il me semble, mais 2 évaluations, sauf s'il y a une possibilité de regrouper. Et dans Sinae, il est possible de regrouper. Donc, pour votre cas en particulier, vous pouvez nous écrire, et nous, on a la possibilité de vous guider par rapport à votre situation et de voir concrètement ce qui peut être fait, pour ne pas évidemment multiplier le travail qui sera fait autour de soit l'auto-évaluation, soit de l'évaluation derrière. Merci Mme Dupont. Je précise que juste un complément, même maintenant, puisque ça a été une question qu'on nous a beaucoup posée au départ, quand une autorité de tarification et de contrôle autorise le regroupement de l'évaluation pour plusieurs structures, pour un même gestionnaire et plusieurs structures, désormais le logiciel Sinae est paramétré pour prendre en compte ce regroupement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, pour le chapitre 1, admettons qu'il y ait 3 établissements qui sont regroupés sur une seule évaluation. Pour le chapitre 1, il y aura toujours 3 grilles, puisque là, il faut vraiment des accompagnés traceurs pour chaque structure. Pour le chapitre 2, il est possible, en fonction des discussions que vous aurez avec l'évaluateur, de faire une seule grille et il mettra des éléments en observation pour chaque établissement, ou bien de garder plusieurs grilles pour le chapitre 2. Ça, c'est selon la situation. Et quand il y a regroupement d'évaluation, le chapitre 3 va être automatiquement regroupé sur une seule grille. Voilà, donc le logiciel Sinae permet aujourd'hui de faire ça. Et excuse-moi, de la même façon, le rapport final présentera les résultats de la même façon. Donc les résultats d'évaluation, d'une part, les résultats d'évaluation toutes structures confondues, et d'autre part, les résultats par catégorie de structures évaluées. Merci Madame Guiton. Oui, bonjour, Jean Bonnet pour la PHL Loiret. Alors, moi je repose la question du financement pour les établissements uniquement à compétences départementales. Je pense qu'on est encore sur un vrai sujet. Je me pose la question aussi des objectifs de la diffusion de ces enquêtes. J'entends la question de la transparence, mais je dirais au-delà de la transparence, quels seront les objectifs de la diffusion? Et aujourd'hui, où en êtes-vous? Combien d'organismes sont accrédités comme opérateurs? J'ai entendu qu'il y avait des objectifs d'à peu près 700 pour la France entière. Et aujourd'hui, on en est peut-être encore un peu loin. Je vais répondre sur la liste avant de passer la parole. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 110 organismes accrédités sur la liste HAS, enfin accrédités ou en voie de l'être. Hein, vous avez les 2 situations sur la liste, donc un peu plus de 110. Encore une fois, il y a des tailles très différentes d'organismes. Hein, donc, il y a évidemment des organismes qui sont de taille nationale et qui ont des équipes déployées. Voilà, c'est seulement les sièges qui sont accrédités. Donc, pour l'instant, il ne nous semble pas qu'il y ait de fortes tensions sur la conduite des évaluations, mais encore une fois, on regarde ça avec beaucoup d'attention. Alors, sur les modalités de publication, l'objectif de la publication, vous l'avez dit, hein, c'est la transparence sur la qualité des établissements. Voilà, tout simplement. Et que l'usager qui a la possibilité de choisir sa structure, donc c'est une minorité, on va dire, et ces éléments-là pour
pour arbitrer son choix. Ce financement sur les financements cédés, est-ce que du coup vous répondez ou... On va répondre puisque la question a été posée, ce serait quand même dommage d'éluder cette question est tout à fait inappropriée. Par rapport à la question de la tarification et justement de la prise en charge, de la question de l'évaluation, au niveau des conseils départementaux, et là je parle aussi bien entendu sous le contrôle de nos collègues, on s'est allié aussi avec la dynamique de l'Agence régionale de santé, où aujourd'hui il y a à partir du moment où il y a une tarification commune avec des autorisations communes, on est vraiment sur une harmonisation en termes de positionnement sur le volet de la tarification. Après, il y a toujours une particularité, encore une fois, sur la question de l'enfance, puisqu'à la différence des structures PAPH ou même autres médico-sociales, on est sur des structures qui fonctionnent sur un prix de journée en fonction de l'activité avec un financement total conseil départemental. Donc là, de toute façon, à un moment donné, on a cette obligation de pouvoir suivre et d'accompagner ces structures-là, puisqu'il n'y a pas d'autres ressources en fait arrivant. Il n'y a pas de section tarifaire différente, il n'y en a qu'une seule et c'est celle du conseil départemental. Et c'est là où c'est une vraie particularité. Après, il y a un vrai sujet sur le coût. Effectivement, on a des fourchettes qui sont hautes, entre 8 000 et 10 000 euros, sachant qu'on a aussi parfois des devis qui sont bas. Moi, j'en ai vu à 4 500, 6 000 euros, mais plutôt sur le champ de la protection de l'enfance. Donc là, on a conscience aussi qu'il y a une vraie interrogation. Après, je pense que le lancement de cette étude aussi, c'est de faire en fait de la qualité une référence systématique, avec une vraie volonté que ça devienne en fait un enjeu majeur au quotidien. Et dans ce cadre-là aussi, au niveau budgétaire, ça se prévoit de manière régulière. De la même manière qu'on fait des provisions pour risques et charges, il y a une vraie dynamique aussi à avoir à un moment donné des lignes de tarification qui soient identifiées pour ce volet de la qualité. Bonjour, je suis Paulette Yvonne Matip, directrice adjointe en charge de la filière médico-sociale, qualité et gestion des risques au centre hospitalier de Châteaudun. La mise en œuvre de la démarche qualité ainsi que le suivi nécessite au jour d'aujourd'hui des compétences spécifiques. Est-ce que les autorités de tarification et de contrôle prévoient dans les CEPOM maintenant les équivalents temps plein qualiticiens? Ça n'existait pas dans les conventions tripartites. Mais si on exige, il y a les petits établissements autonomes qui ont 83 lits, s'il faut le suivi, le contrôle, pendant 5 ans, je pense que les compétences spécifiques sont nécessaires et les exigences sont très très grandes. Est-ce que vous avez prévu les équivalents temps plein qualiticiens dans les CEPOM? Monsieur Bourdet, sinon, ou vous? Évidemment pas prévu. Vous savez que les milliers d'emplois qui ont été annoncés par le gouvernement sur le secteur personnes âgées sont ciblés sur la présence directe auprès des personnes. Donc nous, les moyens supplémentaires qu'on met, c'est les moyens supplémentaires directement auprès des personnes. Alors après, c'est un choix, mais effectivement, certaines associations se regroupent aussi pour pouvoir financer des postes de qualiticiens. On va beaucoup vous inciter de toute façon à rechercher des collaborations, en fait, à créer des groupements de coopération entre vous. Ceux qui sont déjà, qui fonctionnent avec des sièges, ont souvent déjà des postes de qualiticiens. Enfin, c'est ce type de solutions en fait, vers lesquelles on vous incitera à aller dans les planifications. Simplement, je suis un peu dans le même esprit que ce que dit Madame Petit, c'est-à-dire qu'on a eu quelques discussions déjà avec le centre hospitalier, que ce soit sur Châteaudun ou Lille, donc je pense qu'il faut prendre en termes de tarification les choses dans leur globalité. C'est vrai que la plupart des choses, c'est d'abord l'intervention auprès des résidents. Après, c'est à étudier dans l'organisation des services, y compris auprès de la structure administrative. Mais spécifiquement, il n'est pas prévu de financer un qualiticien. Il faut que ce soit vraiment étudié dans le cadre global de la base salariale. Bonjour, Cici Déduit, je suis directrice adjointe du centre hospitalier de Vierzon, dans le Cher. D'abord, merci pour vos interventions et j'ai une petite question probablement pour la HAS et l'ARS.
Donc l'hôpital va avoir sa visite de certification en avril 2024, qui va donc concerner nos lits du SLD, puisqu'on a 46 lits du SLD. Et puis probablement l'année d'après, on fera effectivement l'évaluation de l'EHPAD. Concrètement, les pavillons de l'EHPAD et du SLD fonctionnent quasiment de la même manière, mais on est sur deux référentiels encore distincts. Je sais qu'il y a projet de transformation des USLD en USPC ou requalification en EHPAD, mais pour l'instant, il n'y a pas de stratégie à court ou moyen terme, en tout cas dans le département du Cher. Je me demandais si vous aviez des conseils à nous donner, parce qu'on a bien envie de se préparer sur l'USLD un petit peu comme sur l'EHPAD malgré tout, par rapport aux critères. Mais voilà, dans les faits, effectivement, on sera évalué sur le manuel de certification hôpital. Donc est-ce que vous avez des conseils à nous donner ou une stratégie à nous communiquer sur les USLD? Merci. Oui. Alors, j'ai pas tellement de stratégie non, à vous proposer aujourd'hui parce que en l'état actuel du dispositif, c'est ainsi, effectivement, les USLD font partie du domaine sanitaire, donc certifiés, et les EHPAD font partie du domaine médico-social, donc évalué. Donc c'est deux référentiels différents, effectivement. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a quand même essayé de prendre en compte, d'aller le plus loin possible dans la prise en compte de l'architecture et de la façon dont est construit le référentiel d'évaluation par rapport à la certification. Et quand même, les méthodes d'évaluation sont clairement inspirées. Ça, il n'y a pas de surprise sur les méthodes. Mais par contre, sur le rapprochement des critères, on ne peut pas aller plus loin. Parce que voilà, le secteur médico-social a ses particularités. Ça n'est pas la même logique, même si je sais qu'il y a une partie très importante du public entre un USLD et un EHPAD qu'on retrouve en commun, bien sûr. Mais pour l'instant, le dispositif d'évaluation, effectivement, a des critères qui sont propres. Donc ça reste deux démarches parallèles pour l'instant. Je ne sais pas si l'ARS veut compléter. Pas mieux. Pas mieux, oui, voilà. Oui, c'est ça. On peut qu'espérer que la réforme des USPC se fasse assez vite pour vous épargner. Mais bon, on n'a pas de garantie là-dessus non plus. Il me reste 5 minutes. Oui, bonjour, Solange Bruyas, donc directrice adjointe à l'autonomie pour le département d'Indre-et-Loire. Peut-être revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'enjeu de la réforme. Pour moi, les enjeux aussi qui étaient importants, c'était effectivement aussi d'avoir une liste d'organismes accrédités et de fiabiliser, d'avoir vraiment des personnes et des professionnels qui puissent connaître, avoir un regard vraiment posé et pertinent sur cette réforme. Donc pour moi, c'était un changement essentiel par rapport à ce qui était fait effectivement sur la première période d'évaluation. Et peut-être un point de vigilance par rapport à ce que vous avez présenté sur effectivement la liste qui sera publiée et actualisée au jour le jour, où aujourd'hui effectivement vous êtes plutôt dans l'accréditation, mais le point d'alerte que vous donniez un peu plus tôt dans la réunion est très important sur la question du retrait des organismes. Parce qu'effectivement, il risque d'y avoir aussi pas mal d'organismes qui seront engagés dans des démarches auprès des établissements au fur et à mesure que les vagues et les rapports d'évaluation vont devoir arriver et qui auront peut-être un retrait parce qu'il y aura eu un contrôle soit sur autosaisine, soit sur signalement, mais qui seront engagés auprès d'établissements médico-sociaux qui auront peut-être déjà avancé une partie des frais. Et là, comment les établissements pourront être alertés et comment ça va se passer pour eux. C'est peut-être un point vraiment de vigilance et à réfléchir notamment dans le comité de suivi que vous envisagez de mettre en place. Voilà, pour moi, je tenais à le soulever parce que ça me paraît essentiel, parce qu'effectivement, lorsque c'était la NESM qui habilitait les organismes, c'est vrai qu'on était vraiment dans une procédure d'habilitation, un contrôle administratif, il n'y avait pas de contrôle a priori,
Et effectivement, le retrait se faisait soit parce qu'il n'y avait aucune activité, que les organismes ne faisaient pas leur déclaration trimestrielle, soit sur un contrôle, mais il y en a eu assez peu. Et là aussi, vous l'avez affiché, on a volonté d'aller vraiment davantage vers plus de contrôle pour aussi garantir le sérieux et la fiabilité des rapports qui seront transmis. Donc voilà, petit point de vigilance, parce que voilà, comme vous dites, on démarre, mais ça a pensé, et notamment vis-à-vis des établissements qui se retrouveraient engagés avec des organismes dont ils verraient demain peut-être un retrait. Voilà, si ça arrive. Et peut-être par rapport à un deuxième aspect, et pour rejoindre la question qui a été dite tout à l'heure sur la publication, j'ai fait l'exercice, en prévision de la journée d'aujourd'hui, de regarder 3 rapports d'évaluation externe hier rapidement, et ça m'amène deux choses. D'un point de vue des autorités, c'est effectivement nous, alors la question d'un outil qui nous aidera ou pas à instruire et engager une démarche conjointe lorsqu'on est effectivement concerné pour les structures à compétence conjointe avec l'ARS, mais c'est de voir comment on arrive à extraire quand même malgré tout une appréciation générale et globale sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement et comment effectivement ce qui nous intéresse à travers cette démarche, comment l'établissement met en place vraiment une démarche qualité au quotidien, parce que c'est quand même l'esprit de la loi avec un calendrier des évaluations externes qui a été réduit, une auto-évaluation qui remplace ce qui existait avant sur les vols internes, mais derrière c'est voilà, comment on peut arriver à avoir quelque chose dans la synthèse, dans l'appréciation générale, qui nous fasse effectivement un peu plus ressortir cet aspect-là, parce que je ne l'ai pas vu sur les 3 rapports que j'ai regardés hier rapidement. Et effectivement, sur la question de la publication, effectivement, la question de transparence qui s'inspire peut-être de ce qui se fait dans le secteur sanitaire, c'est quelque chose de pertinent. Mais comme vous le disiez, si c'est pour permettre à l'usager de connaître l'établissement et de un peu mieux choisir où il va, comment se réfléchit la publication de ce document, parce que pris comme ça pour un usager, je ne sais pas s'il sera lisible. Voilà, c'est vraiment, voilà, je pense que ça a toute sa place de le penser dans le dossier de suivi. Merci beaucoup pour cette intervention et tous ces points effectivement qui sont, qui sont en cours d'examen bien sûr et dont on découvre toute la portée maintenant qu'on commence à déployer les choses. Alors sur le retrait d'accréditation, pour l'instant évidemment il n'y en a pas eu parce que c'est le début. Ça peut arriver potentiellement, on espère que ça arrivera le moins possible. Normalement on a fait les choses pour que dès l'étape de recevabilité du dossier, avec le dossier que les organismes évaluateurs ont à présenter et le COFRAC qui est quand même très habitué à gérer ces normes, normalement, ça doit bien se passer, mais effectivement, ça peut arriver. Ce qui est prévu, mais je pense que vous le savez, puisque c'est clairement dit dans les textes ou les instructions, c'est que si un organisme qui a fait des évaluations perd son accréditation, il doit en informer bien évidemment tout de suite les établissements qui ont été évalués, lesquels doivent en informer leur autorité de tarification, et l'autorité de tarification a 6 mois pour décider s'il demande à nouveau une nouvelle évaluation ou pas. Sur le risque financier, effectivement c'est une relation contractuelle entre l'organisme et l'établissement. Donc voilà, ce qu'on incite, et ça s'est fait dans certains marchés, c'est de prévoir une clause qui prévoit ce risque financier, qui prévoit plutôt le risque de retrait d'accréditation et qui fasse porter ce risque financier sur l'organisme. Donc c'est des dispositions contractuelles. Voilà, certains ont commencé à mettre effectivement ces clauses dans leur contrat. Sur l'outil d'aide à l'instruction, on a eu ces remontées bien évidemment des ARS déjà que à partir d'un format PDF, c'était quand même, ça demandait beaucoup de retraitement, et donc aussi peut-être retraitement générateur d'erreurs. Donc nous avons prévu de faire évoluer le logiciel Sinae pour que les autorités reçoivent un rapport en format Excel en même temps que format PDF. Peut-être ça ne résout pas tout, mais c'est déjà un premier pas qu'on peut vous proposer. Ça évite de devoir tout ressaisir surtout. On est d'accord. Voilà. Et puis la troisième chose sur la publication du rapport, est-ce que c'est lisible pour un usager? Ça aussi c'est des choses qu'on va examiner. C'est sûr que c'est pas l'idéal. Si on revient à la comparaison, je dis toujours qu'il ne faut pas comparer avec le secteur sanitaire et chimie aussi, mais voilà.
vous me le pardonnerez, mais effectivement, dans le secteur sanitaire, ils ont des choses qui sont très visibles. Hein. Sur les niveaux de certification, c'est clair, hein, avec les codes couleurs. Voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait évoluer vers ça c'est des questions, mais voilà, un peu prématurées, mais effectivement, c'est aussi une demande que l'on a d'ailleurs de certaines fédérations, parce que la publication des rapports d'évaluation, ça peut faire peur, hein, mais d'un autre côté, ça peut aussi surtout démontrer qu'il y a un niveau de qualité certain dans les établissements et les services, contrairement à la vision un petit peu simpliste médiatiquement. Je parle trop. Pas du tout. J'ai mon maître du temps. J'ai mon maître du temps qui me dit Pauline, il va falloir. Ouais, alors je conclus que effectivement la publication, elle peut surtout donner à voir le niveau de qualité qui est bien supérieur à ce qu'on dit. Je vais compléter les propos de Mme Khaled. Ce qui est ressorti aussi des premiers groupes de travail, c'est que les rapports d'évaluation vont permettre également de montrer les actions, de valoriser ce qui se fait au sein des ESMS et peut-être avoir un pouvoir attractif pour les professionnels. Parce qu'on parlait des usagers qui puissent choisir la structure, mais aujourd'hui on connaît les tensions qu'on a sur le marché du travail. Les professionnels choisissent aussi le lieu où ils vont travailler et les rapports permettront également de les éclairer là-dessus. Et puis le fait que c'est une information compréhensible pour les initiés, certes, mais il faut bien enclencher le pas et démarrer, et ensuite le système s'affine et s'améliore au fil du temps. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Camus, je vous en prie. Petite intervention. Moi, je voulais juste revenir, je vais prendre, changer de casquette, mais aussi parler le titre de la SRA Catrice. Aujourd'hui, on est toujours dans la logique de cloisonnement de l'offre entre le sanitaire, médico-social et social, alors qu'on est tous dans le même bateau. On nous parle tous aujourd'hui de parcours de prise en charge de l'usager, du patient, et on continue à segmenter les activités. Pour preuve, les SRA ne peuvent aujourd'hui intervenir qu'au bénéfice du secteur sanitaire et médico-social. On a d'ailleurs un bel exemple dans cette région où on essaye d'appuyer des établissements du secteur social sur la petite enfance avec OCD 41. Peut-être qu'il serait bien qu'au niveau national, il y ait une réflexion qui soit poussée aussi pour qu'ils puissent avoir un cofinancement pour les SRA, DGCS, DGOS, pour pouvoir permettre un accompagnement de l'ensemble des structures du champ sanitaire, social et médico-social. Puisqu'aujourd'hui, ça pose une vraie difficulté en région. Et parfois des échanges pas toujours simples non plus avec l'autorité financeur sur la SRA qui ne voit pas pourquoi est-ce qu'on irait déployer du temps, même si on est financé par ailleurs, pour aller accompagner des structures du champ social. Voilà. S'il y a un message à faire monter, je pense que pour toutes les SRA, je pense que ce serait une bonne chose. Voilà. Merci. Merci Monsieur Camus. Je vous propose effectivement quelques minutes de pause. Peut-être pour les personnes qui avaient posé des questions, vous avez des petits flash QR codes là. Ce sera le questionnaire de satisfaction cette journée. On vous a laissé la possibilité de nous interroger sur des questions qu'on n'aurait pas eu soit de réponse, soit que vous n'auriez pas eu le temps de poser. Et puis peut-être que pendant les quelques minutes de pause, vous pouvez vous rapprocher des personnes qui étaient présentes à la table ronde. On se retrouve dans un quart d'heure. Merci.